Bonjour, bienvenue. On va démarrer, il y aura peut-être quelques retards de terme, mais on va démarrer plus ou moins à l'heure. Bienvenue à l'ESPI. Je remercie Sylvain Roth d'être parmi nous. Après un long périple de Perpignan, il a réussi à nous rejoindre. On est ravis de tenir cet événement en direct, en présentiel aujourd'hui. Je remercie également Fabien Rex, qui est sociologue, maître de conférence associé à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, d'avoir bien voulu être là pour discuter les travaux de Sylvain Rode, et également M. Franck Lescoub, directeur général de l'aménagement à Bordeaux Métropole, qui discutera aussi les travaux. J'ai un petit mot à vous transmettre de la directrice de l'école qui est actuellement en vacances, Pauline Mallet, donc qui vous remercie d'être ici, qui souhaitait juste préciser un petit peu le statut de l'ESPI pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est un groupe d'écoles, une association de 1901 qui forme les professionnels de l'immobilier au sens large dans 2 cycles de formation, bachelor pour les métiers de la transaction, de la gestion locative et des syndics de copropriété, et un cycle de master avec pas mal d'étudiants qui sont là. Donc, je suis ravie. Merci, étudiantes et étudiants. Master en promotion immobilière, en finance immobilière et en gestion du patrimoine tertiaire. Donc, c'est une école qui existe en France depuis les années 70 et il y en a 7 dans 7 villes en France et une à Montréal depuis peu. Donc, on a fait connaissance avec Sylvain Rode l'an dernier en visio, pendant un cycle de conférences qui était donné par M. Bernard Blanc dans cette même salle, qui est aujourd'hui sur les bancs pour écouter les travaux de Sylvain. Mais en tout cas, voilà, Pauline tenait à vous remercier tous les deux d'être là ce soir. Cette rencontre, elle est marquante pour la communauté locale des acteurs de la fabrique urbaine parce que pour nous, pour l'équipe du projet POPSU Transition, c'est la première d'un cycle qui va se dérouler entre avril, mai, juin pour lancer le programme de recherche POPSU Transition sur lequel on est impliqué, investi, avec une dizaine de chercheurs pluridisciplinaires en architecture, en sociologie, en économie, en géographie, histoire, urbanisme et écologie. Le POPSU, c'est un programme national qui vise à rapprocher les collectivités territoriales des chercheurs pour construire des projets de recherche. Et ce programme qui démarre en France et qui va durer 3 ans va traiter des enjeux de la transition, des sentiers de la transition, donc terme assez large qu'on va explorer sous différentes facettes auprès de différents acteurs qu'on a démarré à enquêter, élus, architectes, maîtres d'ouvrage, bureaux acteurs de la fabrique en transition, mais aussi les promoteurs. Donc, on est ravis que vous soyez là dans la salle ce soir. Notre équipe, elle est en partenariat donc avec Bordeaux Métropole, différents services, mais aussi avec l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine. Quelques représentants dans la salle, donc je les remercie aussi d'être à nos côtés dans ce programme de recherche, puisque vous participez à animer notre travail, à nous ouvrir des données, à nous faciliter l'accès à l'enquête. Donc voilà, merci Sylvain Rode, urbanisme, maître de conférence à l'Université de Perpignan, de venir présenter vos travaux d'habilitation à diriger les recherches, HDR, autour de l'enjeu majeur et d'actualité d'écologiser l'urbanisme. Pour rappel, l'ouvrage est disponible donc à l'achat, à la vente à la fin de la rencontre. Vous aurez peut-être une petite dédicace si vous proposez gentiment à Sylvain. Merci, il est dit pour moi. Voilà. C'est aussi Bordeaux, le lieu de notre éditeur, le bord de l'eau. Donc, ils sont venus livrer spécialement ces exemplaires. Voilà. Et merci aussi. Prochaine date à retenir, ce sera le 24 avril. Si vous souhaitez nous suivre dans le cycle de conférence, la prochaine conférence aura lieu à l'agence d'urbanisme de Bordeaux, au bassin Flot, avec l'anthropologue Jenny Lindblad, qui est suédoise, qui viendra parler de ses travaux de thèse qui datent d'il y a quelques années sur l'instruction des permis de construire comme pratique politique et scène de transition écologique. Voilà. On aura d'autres dates en mai et juin à vous communiquer au fil du programme. Je vais laisser sans transition la parole à Guillaume pour présenter le Forum urbain, qui est une plateforme qui nous accompagne dans ce programme POPSU. Merci Guillaume.
Juste en 2 mots, donc il faut simplement, Laura l'a dit, cette rencontre est assez marquante et elle est marquante à un autre titre encore, c'est qu'elle marque la renaissance du forum urbain. Le forum urbain, c'est ce dispositif de collaboration, de cette interface entre le monde académique, de la recherche et le monde plus opérationnel. Voilà, donc on est particulièrement content et pour les premières rencontres, effectivement, on s'est associé au programme POPSU pour pouvoir redémarrer de manière vive et dynamique. Et aujourd'hui, c'est avec Sylvain qu'on fait ça. Voilà, merci. On vous souhaite une bonne conférence. Première débat, on compte sur vous pour réagir aux différentes questions. Merci beaucoup. Il y a juste un micro-mot en tant qu'animateur de la discussion et de la séance. Donc, on va procéder de la manière suivante. Sylvain Rode aura 30 à 40 minutes pour présenter les grandes lignes de ses travaux. Alors, on avait posé sur la fiche de questions qui pouvaient être des entrées. J'imagine qu'elle avait aussi évoqué des sujets librement. Donc voilà, 30-40 minutes. Ensuite, on discutera avec Franck Despoux, moi-même, une partie des choses qui ont été présentées par Sylvain Rode, en le mettant en relation avec le programme POPSU, nos objets. Comme on dit mes collègues, on démarre juste. Donc, on a voulu aussi que ce cycle de conférences soit un moyen de nous nourrir nos réflexions, mais aussi évidemment les vôtres, qui nous intéressaient à ces sujets. Et donc ensuite, on aura une vingtaine de minutes de discussion tous les trois, et après un long temps, il y aura 30 minutes avec la salle. Donc, vous voyez, il y aura à peu près un équilibre entre le temps de présentation et le temps de discussion. Donc, si vous avez des questions, vous ne devriez pas être frustrés. Sylvain, je vous laisse démarrer. Très bien, mais écoutez, merci d'abord aux organisateurs pour l'invitation. Je suis ravi d'être à Bordeaux. Ça n'a pas été simple. Il a fallu d'un feu que je ne sois pas là. Mais, je suis là et j'en suis ravi. D'autant qu'effectivement, comme Laura le rappelait, mon ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui, il a été édité par un éditeur bordelais. Donc, c'est vraiment chouette de venir en discuter à Bordeaux et avec vous, d'autant que le projet POPSU qui a été évoqué rejoint très, très largement un certain nombre de questionnements qui ont guidé un peu ce travail. Donc, je suis vraiment ravi d'en discuter avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est en 30 à 40 minutes, c'était le cahier des charges, d'essayer de vous retracer un peu. Peut-être dans la salle, il y en a 2-3 qui n'ont pas lu le livre. En tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ils sont pardonnés et je vais essayer de faire une séance de rattrapage un peu, d'évoquer un certain nombre d'éléments qui me semblent des points majeurs pour alimenter justement un petit peu les questions qui m'ont été proposées. Et puis, évidemment, ouvrir à la discussion, puisqu'on aura un long temps d'échange ensuite. Donc, voilà, vous retracez un petit peu le cheminement de mon questionnement, un certain nombre de points un peu saillants que j'ai pu tirer et développer dans cet ouvrage. Alors, évidemment, vous m'en pardonnerez à l'avance. Dans cet exercice, c'est un peu... quand je préparais cette présentation, je me disais... présenter les choses de manière rapide, etc. Bon, c'est nécessairement un peu réducteur. L'avantage quand on couche sa réflexion par écrit, c'est qu'on a le temps d'y revenir, de préciser, d'affiner, etc. Donc, probablement que ça sera un petit peu parfois approximatif, etc. Mais justement, la discussion sera là pour que je précise, je rectifie, que vous me fassiez rectifier ou qu'on développe un petit peu des points que je n'aurais fait qu'aborder de manière trop allusive. Donc, mon travail, je l'ai entrepris avec la volonté de mobiliser la notion d'écologisation. Donc, cette notion, et mon petit outil qui marchait tout à l'heure ne fonctionne plus, et même avec l'ordinateur, la présentation ne se fonctionne plus. Ça a fonctionné tout à l'heure.
les techniques, c'est toi qui. Pour le faux départ. Donc effectivement, je suis parti de la notion d'écologisation. C'est une notion que j'ai trouvée dans les travaux, notamment du sociologue de l'environnement, Marc Mormon, hein, qui définit cette notion de manière très, très large. Et justement, cette notion, j'ai trouvé qu'elle pouvait tout à fait être pertinente pour rendre compte des transformations qui étaient à l'œuvre dans les métiers de l'urbanisme, sous l'effet de toutes les injonctions dont on dira quelques mots tout à l'heure, à l'intégration justement des questions environnementales. Et en parcourant la littérature scientifique qui mobilisait cette notion d'écologisation, en fait, c'est surtout dans le champ de la sociologie, des sciences politiques et de la géographie qu'elle était mobilisée, en l'appliquant à tout un tas de politiques publiques diverses et variées. L'agriculture, l'écologisation de l'agriculture, l'écologisation des sports de nature, enfin plein de choses. Mais elle était très peu mobilisée, voire pas du tout, dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme. J'ai trouvé dans ma revue de littérature, deux mentions de cette notion appliquée à l'urbanisme. C'était dans des ouvrages qui sont parus en 2020. Donc, je me disais, là, c'est une notion qui commence à intéresser un peu les chercheurs en aménagement et urbanisme, mais qui serait intéressant de mobiliser pour essayer justement de rendre compte un petit peu de changements qui sont à l'œuvre. Donc, je me suis employé à appliquer cette notion à l'urbanisme. Je définis ainsi cette notion mobilisée dans le champ de l'urbanisme comme l'intégration au sein des réflexions théoriques, mais aussi du cadre normatif, mais aussi des pratiques opérationnelles de la discipline, l'intégration du souci du ménagement, du vivant et des milieux. Alors avec donc il y a déjà ces trois registres, hein, les réflexions théoriques, le cadre normatif et puis les pratiques opérationnelles. Ça renvoie à des évolutions différentes dont je dirai quelques mots successivement. Mais il y a aussi, vous voyez, cette notion de ménagement. Effectivement, cette notion d'écologisation, je l'ai mobilisée en mobilisant aussi toute une série de notions connexes qui me semblaient avoir partie liée avec l'écologisation ou être finalement des notions qui étaient déjà davantage mobilisées dans le champ de l'aménagement, qui potentiellement pouvaient alimenter finalement les réflexions sur l'écologisation de l'urbanisme. Bon. L'animation a été plus rapide que moi, mais c'est pas grave. Donc, ces notions, effectivement, c'est la notion de ménagement. Alors, c'est une notion qui, aujourd'hui, commence à être utilisée par certains praticiens. Initialement, moi, je l'ai trouvé dans les textes du sociologue Michel Marié, qui, dès les années 80, utilisait cette notion de ménagement. Le philosophe de l'urbain Thierry Pacaud aussi, souvent, utilise cette notion de ménagement. Et une notion proche, qui est une notion anglo-saxonne que vous connaissez probablement au moins de nom, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est la notion de care. Donc, le care, ça désigne, c'est difficilement traduisible en français, mais justement la notion de soin que j'ai positionnée là à l'interface des notions de ménagement et de care, ça désigne effectivement une éthique de la sollicitude, une manière de se préoccuper des plus vulnérables, des êtres comme des choses vulnérables, et un certain nombre de travaux
ont appliqué cette notion de care à l'espace, à la gestion de l'espace, l'ont appliqué à l'environnement. Et donc, entre ces notions de ménagement et de care, le point commun, c'est cette idée de prendre soin, finalement. Prendre soin des milieux, prendre soin du vivant dans l'aménagement, c'est quelque chose qui pouvait faire sens. Ensuite, le deuxième couple de notions que j'ai mobilisé, parce qu'elle me semblait aussi attachée, avoir partie liée à la notion d'écologisation, ce sont les notions de résilience et d'adaptation, puisque ces deux notions, elles ont des singularités, mais elles ont aussi des formes de recouvrement. L'adaptation est une des dimensions de la résilience, et le point commun que j'y vois, moi, je l'ai indiqué ici, c'est que toutes deux partagent un peu l'idée de faire avec des événements, faire avec les milieux naturels, etc. Et donc, dans cette, finalement, injonction à l'adaptation, Berdoulet et Soubeyran parlent d'une injonction de l'aménagement à s'adapter au changement climatique, eh bien, cette idée de faire avec des éléments extérieurs, naturels, eh bien, pouvait là aussi faire sens. Et toutes ces notions, ces quatre notions qui me semblaient graviter autour de la notion d'écologisation, eh bien, leur intérêt, c'est qu'elles permettent finalement d'aborder un certain nombre de questionnements qui me semblaient centraux dans cette approche de l'écologisation. C'est-à-dire que ces quatre notions, eh bien, elles contribuent à réinterroger les relations que nous tissons avec la nature, avec les milieux naturels, etc. Donc la manière dont les sociétés envisagent leur lien au milieu et à la nature. Ça me semble aussi être des notions qui ont pour point commun de vouloir dépasser le paradigme de la maîtrise de la nature par les sociétés, le paradigme prométhéen de par l'aménagement, eh bien, on va arraisonner le milieu naturel, le maîtriser pour pouvoir déployer une activité humaine qui serait affranchie un peu des contraintes posées par le milieu naturel, etc. Donc ça, c'est ces quatre notions, elles s'inscrivent en faux contre cette vision. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que ces quatre notions, elles me semblent fournir des éléments conceptuels comme opérationnels pour justement faire advenir, au moins poser la réflexion différemment de nos relations au vivant et au milieu. Donc, finalement, toutes ces notions, elles me semblaient être des formes de déclinaison ou de manifestation dans différents champs de la notion d'écologisation. Donc, cette clé d'entrée théorique que j'ai mobilisée, c'est la notion d'écologisation déclinée avec ces quatre notions sœurs, disons, qui permettaient d'exprimer ou de révéler un certain nombre de dimensions de cette écologisation. Ensuite, dans la définition de l'écologisation de l'urbanisme, un autre registre que j'évoquais, outre les réflexions théoriques, c'était aussi l'intégration du souci du ménagement du vivant et des milieux dans le cadre normatif qui régit l'urbanisme. Et de fait, le constat qu'on peut faire, c'est que depuis une cinquantaine d'années, depuis les années 1970, j'ai fait démarrer ma chronologie à ce moment un peu symbolique de la création du ministère de l'Environnement en France. Et puis évidemment, 1976, la loi de protection de la nature qui crée des outils importants qui sont toujours d'actualité, à savoir l'étude d'impact et la séquence éviter, réduire, compenser. Donc des outils relativement marquants qui opérationnalisent ou essayent d'opérationnaliser une forme de prise en charge de ces questions de la place de l'environnement dans les projets d'aménagement. Donc, depuis les années 70 jusqu'aux années 2020, avec la fameuse loi climat et résilience qui met en œuvre le principe du zéro artificialisation nette, eh bien, j'ai essayé de retracer un petit peu ce processus d'écologisation du droit de l'urbanisme. Et ce qu'on constate, c'est que dans ce laps de temps, eh bien, il y a progressivement un véritable mélange qui s'opère, une espèce d'hybridation qui s'opère entre le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement. C'est très net, le droit de l'urbanisme n'est plus entièrement dans le code de l'urbanisme, il est aussi largement dans le code de l'environnement et les deux sont amenés à être croisés sans arrêt, etc. Donc, premier constat,
du point de vue du cadre normatif, une écologisation du droit de l'urbanisme progressive qui met en place un cadre législatif et réglementaire qui, finalement, enjoint de plus en plus aux acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme des procédures à respecter, etc., que ce soit dans le domaine de la planification d'ailleurs, comme dans le domaine, moi, qui m'a plus intéressé, de l'urbanisme opérationnel. Donc ça, c'est un premier élément d'évolution du cadre normatif. Deuxième élément d'évolution du cadre normatif, il se décline dans une autre forme d'outils qui ne sont pas des outils obligatoires, mais tout un tas de démarches qui voient le jour progressivement. Alors là, j'ai représenté à partir des années 1990, mais dans mon bouquin, j'ai rectifié plutôt des années 1980, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le bâtiment, etc. Donc des chartes, des labels, des guides, des référentiels, etc. Tout un tas d'outils comme ça qui voient le jour et qui expriment ce que les juristes appellent la soft law, c'est-à-dire un registre qui exprime une forme de normativité assouplie par rapport aux outils obligatoires que j'évoquais précédemment. Donc là, c'est des dispositifs incitatifs pour inciter les acteurs à s'engager dans une voie vers une meilleure prise en charge de telle ou telle dimension environnementale au sein de leur action, de leur projet, etc. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un peu plus incitatif qu'obligatoire, eh bien, ça participe de cette écologisation progressive du cadre normatif qui incite progressivement les acteurs de l'aménagement à raisonner, réfléchir en intégrant ces enjeux écologiques. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, justement, j'ai pris mon matériel comme ça. Je me suis dit, je me sentirais un peu chez moi, à la maison, dans ma salle de cours, etc. Et donc, normalement, il n'est pas comme ça, ce petit truc-là. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de. Ouais, c'était le support technique qui a couru. Donc, bref, vous le comprenez. Je ne sais plus du coup si. Oui, j'en étais bien là. Donc. Bon, c'est pas grave. Donc, vous le comprenez, finalement, à l'intersection de ces obligations réglementaires, de ces outils incitatifs, également d'une pression un peu diffuse de la société sur les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme, eh bien, désormais, il serait devenu incontournable pour ces différents acteurs d'œuvrer à l'aménagement, au développement urbain, en intégrant un certain nombre de ces enjeux, de ces préoccupations. Donc, la question que je me suis posée, les questions que je me suis posées, c'est justement comment les praticiens de l'aménagement et de l'urbanisme, comment les concepteurs urbains s'approprient ces injonctions. Comment est-ce qu'ils d'ailleurs les perçoivent comme des injonctions extérieures qui pèsent sur eux? Est-ce qu'ils, au contraire, se les approprient positivement en se disant ça fait sens pour moi, ça correspond à ma vision du monde, à mon éthique, etc. Et ils les intériorisent et ils les mettent en œuvre positivement, ou est-ce qu'ils les subissent, etc. Donc, voilà. Troisième, si vous avez encore en tête la définition de l'écologisation de l'urbanisme, il y avait l'idée d'intégrer le souci de ménagement du vivant et des milieux sur 3 registres différents, dans les réflexions théoriques de la discipline, dans le cadre normatif, vous en avez dit 2 mots rapidement, et 3e dimension, dans les pratiques opérationnelles. Donc, ça a été ça un peu mon questionnement, de me dire, j'aimerais essayer de mieux comprendre comment les praticiens s'approprient, font avec et mettent en œuvre ou pas, et pour quelles raisons, toutes ces injonctions, toutes ces évolutions qui sont à l'œuvre depuis plusieurs décennies, qui font que progressivement, le cadre dans lequel ils agissent les pousse à aller en ce sens. C'est-à-dire de prendre en charge plus fortement les questions ayant trait à l'environnement au sens large, avec évidemment après des registres d'action différents. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai procédé avec 2 enquêtes que j'ai appelées des enquêtes praticiens auprès de 2 groupes professionnels différents.
les paysagistes concepteurs d'une part. Donc, j'ai fait un questionnaire en ligne qui a été diffusé par tout un tas de réseaux professionnels, etc. Donc, les paysagistes concepteurs, diffusion en 2019. Et puis, petit complément, petite relance second semestre 2020. Et les urbanistes, deuxième moitié 2020, après le premier confinement. Je dis ça parce que j'ai rajouté du coup dans mon questionnaire quelques questions en lien avec justement le confinement, la crise sanitaire, etc., autour de justement cette question de la place de la nature dans l'aménagement urbain, dans la ville, etc. Pour voir si la crise sanitaire changeait un peu leur vision des choses ou confortait au contraire un certain nombre de leurs représentations. Donc, 2 questionnaires praticiens qui ont été diffusés en ligne et puis et qui m'ont permis du coup de toucher des praticiens un peu dans la France entière et puis également toute une série d'entretiens semi-directifs auprès d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, d'écologues et puis aussi auprès de services de l'État comme l'autorité environnementale par exemple, puisque ça m'intéressait de voir un peu aussi comment ces fonctionnaires juger la manière dont les praticiens de l'urbanisme intégraient finalement ces questions dans leur projet et les justifier aussi dans les études d'impact. Donc, voilà pour un peu les questionnements et les méthodologies employées. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter là quelques points majeurs qui ressortent de ces 2 questionnaires, en les mettant un peu en regard pour voir les points communs et les singularités de ces 2 groupes professionnels. Sachant que ces 2 groupes professionnels, je les ai moi déjà abordés un peu avec des espèces d'a priori, de perception de leur singularité de ce champ professionnel. Les paysagistes concepteurs, j'ai fait l'hypothèse que c'était des professionnels qui, de par leur métier, la nature même du métier de paysagiste concepteur, allaient, j'allais dire, naturellement être sensibles à ces questions de prise en charge des milieux, du vivant, etc., dans les projets. Et puis, les urbanistes, j'ai fait l'hypothèse que, de par l'histoire de la discipline, que c'était un champ professionnel qui était davantage marqué du sceau d'une forme d'anthropocentrisme, puisque historiquement, la discipline, en France tout du moins, s'est construite en évinçant un peu la géographie et toute sa sensibilité au milieu naturel, etc., et en se construisant dans cette posture de finalement faire la ville, c'est s'émanciper de la nature. Le Corbusier le dit, la ville, c'est une œuvre contre la nature. Donc, voilà, c'est un peu voyez, les lunettes avec lesquelles j'ai engagé finalement mes enquêtes auprès de ces 2 groupes professionnels. On verra si les questionnaires, les entretiens que j'ai eus avec eux ont confirmé ou infirmé cette vision. Alors tout d'abord, un premier point un peu général pour dire que majoritairement dans ces 2 groupes professionnels, ils sont d'accord pour considérer que les enjeux écologiques désormais occupent une place importante dans leur métier. Alors vous le voyez avec c'est plus fortement marqué chez les paysagistes que chez les urbanistes, mais dans les 2 groupes, il y a vraiment ce constat que oui, aujourd'hui, ce sont des considérations centrales. On ne peut pas être paysagiste, être urbaniste sans se préoccuper de ces enjeux écologiques. Et donc, aujourd'hui, ce sont des questions qui se sont imposées comme incontournables dans ces métiers. Ces 2 groupes professionnels également se perçoivent comme des acteurs majeurs de cette transformation écologique de l'urbanisme qui serait en train d'advenir. Regardez ici les paysagistes, les 3 acteurs qui mettent au premier rang des acteurs qui contribuent le plus à cette transformation écologique de l'urbanisme, ce sont eux-mêmes d'abord. Ils se disent, oui, nous, on est des acteurs importants de ce processus. Ensuite, les associations environnementales, donc qui, évidemment, par leur combat, leur recours, la médiatisation de leurs actions, selon eux, font avancer les choses. Et puis, les écologues. J'y reviendrai à la question des relations avec cette catégorie professionnelle tout à l'heure. Mais donc, voilà, ils se perçoivent comme des acteurs majeurs de ce processus. Les urbanistes également se perçoivent comme des acteurs majeurs de ce processus. Vous le voyez, ils se placent au 3e rang.
derrière les paysagistes et également les associations environnementales. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de faire une lecture croisée de ces deux diagrammes, puisque les paysagistes disent oui, nous, on contribue de manière importante à ce processus, et les urbanistes confirment cela en les mettant également en première place. Par contre, si on regarde ce que font les paysagistes, que disent les paysagistes, eh bien, ils n'ont pas du tout la même perception du rôle moteur des urbanistes dans ce processus. Les urbanistes disent oui, nous, on y contribue vachement, et regardez, les paysagistes disent les urbanistes, pour nous, ce pas des acteurs moteurs vraiment du processus. Vous voyez, ils les classent au 6e rang et il y a assez peu d'occurrences finalement, ils sont assez peu cités comme des acteurs importants du processus. Donc là, c'est une différence de perception entre ces deux métiers qui est assez intéressante, qui dit des choses sur la manière dont l'autre voit le rôle de la profession. Du côté des paysagistes, là j'ai distingué puisque les choses sont un petit peu différentes, même si globalement on retrouve des points communs. Mais du côté des paysagistes, eh bien, ce qui est particulièrement net, c'est véritablement leur souci de leur volonté d'œuvrer à la création ou à la recréation de milieux vivants dans les projets auxquels ils participent, que ce soit des projets de paysage ou qu'ils interviennent dans des projets urbains ou immobiliers plus largement. Eh bien, véritablement, l'idée que là, on n'est plus du tout sur le paysage qui va juste décorer l'espace, etc., à travers une vision plastique uniquement de la conception paysagère, mais véritablement la dimension écologique de l'action des paysagistes est fortement mise en avant en disant bah, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de recréer des écosystèmes, de recréer des chaînes alimentaires pour que, en agissant sur la végétation, en agissant sur les sols, eh bien, on attire tout un tas d'espèces animales qui vont progressivement, comme ça, redonner vie à ce milieu et en faire un milieu vivant. Alors, donc, ça, c'est un souci vraiment très, très important qui se manifeste à travers concrètement des pratiques professionnelles qui ont évolué, nous disent les praticiens qui témoignent par rapport à ce qu'ils pouvaient proposer il y a quelques années ou décennies. Et puis, un élément qui revient aussi assez souvent, c'est leur pratique du réemploi. Ils disent, bah, faire un projet, c'est aussi faire avec ce qu'on a sur le site, etc., réutiliser les matériaux, etc., et éviter de ramener de la terre de l'extérieur, de ramener des matériaux de l'extérieur si on peut utiliser pour du mobilier des matériaux qui sont déjà là, etc. Donc, cette conscience de la finitude des ressources et de la nécessité du réemploi est assez forte dans les propos des paysagistes avec qui j'ai pu discuter. Du côté des urbanistes, on retrouve un certain nombre de points communs, mais qui s'expriment quand même un peu différemment. Ce qui est mis en avant, c'est une série de nouvelles modalités de traitement de la nature dans les projets d'aménagement urbain qui sont désormais assez routinisées, j'allais dire. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui renvoient à la végétalisation. Oui, aujourd'hui, dans les projets, on met de la végétation. OK. On va se préoccuper de la perméabilisation des sols. OK, alors on a l'impression que c'est devenu quelque chose d'incontournable pour les urbanistes, ça fait partie de leur nouvelle boîte à outils. On va, en lien avec ça, on va mettre en œuvre des modalités dites alternatives de gestion des eaux pluviales, bon, qui ne sont plus vraiment alternatives puisqu'elles sont devenues assez courantes. Donc ça, c'est là aussi un outil très classique dans la boîte à outils des urbanistes. La question de la biodiversité associée à la question des continuités écologiques, des trames vertes et bleues, qui commencent à travers la place qu'elles doivent prendre dans les documents de planification, qui commencent à percoler aussi dans l'urbanisme opérationnel, souvent avec quand même la dimension davantage espace de paysager, espace de loisirs, etc. C'est-à-dire que on a un peu de mal à faire avec la fonction écologique de ces lieux, mais comme ça apporte des avantages dans le fonctionnement urbain qui peuvent être valorisés comme des aménités, bon, bah on se soucie quand même de ces continuités écologiques.
Donc, du point de vue là, strictement écologique, hein, ces éléments apparaissent comme des choses qui sont maintenant presque classiques que les urbanistes vont mobiliser dans beaucoup de projets. Les urbanistes, ils parlent pas mal aussi de la question des mobilités, avec la volonté de limiter la place de l'automobile dans les projets sur lesquels ils vont travailler, de favoriser les mobilités douces, etc. Donc, là aussi, j'imagine, ça ne vous semble pas révolutionnaire, ce n'est pas un scoop, donc des registres assez classiques d'action. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que tous les enjeux liés au métabolisme urbain, les questions de gestion des déchets, les questions de flux de matière, etc., eh bien, étaient beaucoup plus discrets. Alors, bon, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'il y a là aussi un peu un effet, un biais introduit par mon questionnaire qui peut-être emmener un peu les praticiens plutôt sur les questions de place de la nature, etc., que sur ces réflexions à une échelle plus large de métabolisme urbain. Mais en tout cas, c'est assez... voilà, ça m'a frappé. Donc, les choses qui sont... il y a des points communs, mais une approche quand même beaucoup plus naturaliste, disons, avec les paysagistes. Du point de vue, on évoquait tout à l'heure les écologues, du point de vue des collaborations justement avec ce groupe professionnel. Les paysagistes nous disent travailler de plus en plus souvent avec les écologues. Alors, tout à l'heure, on pourra discuter un peu des limites, etc. Mais nous disent c'est des interlocuteurs avec lesquels on commence à travailler de plus en plus fréquemment, pas dans tous les projets, mais quand on le peut, on a intérêt à le faire parce qu'ils perçoivent l'expertise des écologues comme complémentaire à la leur. Certains disent, attention, on peut être concurrent sur certains aspects de ça, mais majoritairement, c'est plutôt le registre de la complémentarité qui émerge, qui ressort, et disent, finalement, travailler avec des écologues, ça nous permet de faire des meilleurs projets, d'aller plus loin, de pousser des sujets bien plus loin que nous, on ne pourrait le faire sans cette expertise complémentaire à nôtre, parce que nous, sur tout un tas de registres, on a des compétences qui parfois se recoupent ou se superposent en partie avec celles des écologues, mais très vite, on touche sur lui. Et là, si on veut faire les choses bien, aller plus loin, avoir des réponses qui soient vraiment pertinentes d'un point de vue naturaliste, eh bien, il nous faut leur expertise. Du côté des urbanistes, les collaborations avec les paysagistes sont mises en œuvre de manière relativement routinière aussi. Hein, c'est pas très surprenant, tant les paysagistes sont devenus des acteurs importants des projets d'aménagement urbain. Par contre, les collaborations, interactions avec les écologues sont encore beaucoup plus ténues. C'est-à-dire que là, les urbanistes nous disent, en gros, on travaille avec des écologues quand on n'a pas le choix, quand le maître d'ouvrage nous l'impose, quand la loi nous l'impose, etc. Mais c'est pas mal vécu sous le registre de la contrainte. C'est-à-dire que travailler avec des écologues, ça c'est perçu comme quelque chose qui effectivement peut compliquer un peu le travail de l'urbaniste, le ralentir, etc. Et puis l'urbaniste se dit on n'a pas la marge de manœuvre financière, le portage politique suffisant pour aller en ce sens. Il me semble, c'est que l'intégration de toutes ces questions écologiques, elle se joue un peu différemment selon qu'on parle des paysagistes ou selon qu'on parle des urbanistes. Je l'ai manifesté avec simplement ce petit mot qui change, c'est du point de vue des paysagistes, il me semble que les enjeux écologiques, ils sont pensés avec les usages sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équivalence entre les deux. Les paysagistes, évidemment, ils plus ou moins selon leur formation d'origine, etc. Mais ils ont une dimension justement plastique, de mise en scène, de la nature, etc. Mais ils associent leur intervention sur le paysage aussi avec cette idée de œuvrer au bon développement du vivant, etc. Dans leur projet. Et donc, il n'y a pas forcément de... Alors après, tout ce que je vous dis, c'est des espèces de généralisation, hein, et selon les paysagistes, selon les urbanistes, ça peut se jouer un peu différemment, mais ce qui me semble majoritaire, c'est qu'il y a cette espèce d'équilibre qui est tenu entre ces deux pôles, c'est-à-dire une nature qui va servir aux humains, mais des aménagements paysagers qui doivent aussi
servir aux vivants, autres qu'humains, pour son bon développement, pour que les cycles naturels puissent se dérouler normalement, etc. Parce qu'ils ont conscience que tout cela, c'est nécessaire finalement à l'habitabilité de la planète, des milieux dans lesquels on vit, etc. Du côté des urbanistes, à l'inverse, vous voyez, j'ai indiqué que l'intégration des enjeux écologiques, elle serait comme instrumentalisée dans une perspective d'usage par les sociétés. C'est-à-dire que oui, il s'agit d'aménager des espaces de nature plus vivante, etc., parce que ça correspond aujourd'hui à ce qui est dans l'air du temps, mais toujours dans l'objectif que ça puisse contribuer au bien-être humain, que ça puisse servir comme aménité pour les urbains, etc. D'accord ? Donc, il me semble que ça alimente cette identité qui reste plus anthropocentrée, majoritairement, souvent, dans les propos des urbanistes. Il y a cette vision d'une nature qui doit être utile forcément aux hommes pour être légitime. Et donc, qui doit être pensée dans son rapport d'utilité aux sociétés. Et donc, il me semble que, au terme de ce petit comparatif, eh bien, une différence fondamentale, c'est que du côté des paysagistes concepteurs, on a plutôt une promotion une transformation écologique de l'urbanisme qui correspond à une éthique personnelle et professionnelle. Beaucoup de paysagistes l'ont dit, ça correspond à mes convictions. Donc voilà, il y a cette idée-là de porter ça finalement par conviction, de porter ça dans ses pratiques professionnelles parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de la chose, alors que du côté des urbanistes, eh bien, c'est davantage vécu sur le mode de la contrainte qui s'imposerait à eux de l'extérieur parce que la loi le dit, c'est réglementaire. Et donc, on fait avec ça, on s'adapte à ça. On ne condamne pas forcément ça, on peut trouver que c'est bien, mais sans forcément être aussi proactif dans ce processus. Donc voilà un peu pour ces points communs et ces différences. Comme apparemment le temps file et qu'il me reste pas mal de choses à vous dire, je passe sans plus tarder à, là encore, cette approche un peu comparée entre les deux groupes professionnels, mais sur les obstacles qu'ils identifient, les obstacles majeurs qu'ils identifient à la transformation écologique de l'urbanisme. Un certain nombre de ces obstacles sont tout à fait convergents entre ces deux catégories professionnelles, et puis certains sont spécifiques. Premier obstacle qui revient chez les deux catégories professionnelles, c'est, nous disent-ils, le fait que dans les projets, de toute façon, ce qui prime toujours à la fin, c'est le souci de rentabilité ou d'économie budgétaire des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Donc, in fine, c'est des choses qui nous échappent, nous, concepteurs urbains, me disent-ils, en disant, nous, on a beau proposer tout ce qu'on veut, ça a beau avoir passé tout un tas d'étapes, eh bien, il y a aussi à un certain moment, il y a des arbitrages qui se font, et il y a un maître d'ouvrage qui tranche, qui dit non, là, je ne mets pas le budget là-dessus. Il y a un conducteur de travaux qui va dire ça, voilà, si on veut rester dans l'enveloppe, ça va sauter, etc. Et du coup, bien, ces dimensions écologiques, elles seraient un peu victimes de ces arbitrages financiers et donc de cette hégémonie de la logique de rentabilité ou de la volonté d'économie du côté des collectivités. Donc là, voilà, maître d'ouvrage public comme privé, il y a cette idée que finalement, même si dans les cahiers des charges, on veut des compétences en paysage, en écologie, on indique des ambitions, etc. In fine, ce qui va réellement compter, ça sera combien ça coûte, et donc ça rentre dans l'enveloppe ou ça rentre pas dans l'enveloppe, et donc des arbitrages qui se font à cet égard. Et du coup, vous le voyez, hein, les trois, pour les deux catégories professionnelles, les trois acteurs qui sont perçus comme les acteurs qui seraient les principaux obstacles à l'écologisation de l'urbanisme, eh bien, ce sont les trois mêmes, promoteurs, aménageurs, élus. Vous voyez, dans un ordre différent hein, pour les paysagistes et les urbanistes. Donc, voilà, ça renvoie aussi à cette idée que pour ces professionnels de la conception urbaine, eh bien, les maîtres d'ouvrage, j'ai indiqué manque de volonté de certains maîtres d'ouvrage, parce que ce qu'ils disent, c'est que finalement, les maîtres d'ouvrage, eh bien, publics ou privés, ils sont déterminants. Je pense que vous le savez, hein, leur volonté, le portage politique
de leurs projets, de leurs ambitions est déterminante. Et donc, eh bien, ils reconnaissent que certains maîtres d'ouvrage sont beaucoup plus sensibles à ces questions, beaucoup plus proactifs en la matière, qu'il y a une forme d'écologisation des cahiers des charges au fil du temps, et ils disent c'est pas vrai partout. Et donc, selon les projets, selon les territoires sur lesquels on intervient, eh bien, parfois, on a affaire à des maîtres d'ouvrage qui ne vont pas du tout porter ces sujets, et là, eh bien, ça va se sentir très, très fortement. Ils mettent en avant aussi l'idée que souvent les questions écologiques, elles sont intégrées de manière un peu superficielle dans les projets. J'appelle ça le syndrome nichoir à oiseaux, hein, c'est-à-dire voilà, sur un bâtiment, on met quelques nichoirs à oiseaux et on exhibe ça comme une preuve de conformité écologique, de volonté écologique. Et du coup, un certain nombre de paysagistes, d'urbanistes, etc., disent si les ambitions écologiques du projet se limitent à ça, c'est affligeant. On avait proposé plein de choses qui étaient beaucoup plus ambitieuses, etc. Et tout ça, ça a été retoqué. Et au final, on a ce truc visible, photogénique, mais qui n'apporte pas grand-chose. D'autant plus s'il n'est pas conçu avec l'aide d'un écologue. Et du coup, parfois, des nichoirs qui ne seront jamais utilisés par aucune espèce d'oiseau parce que pas adaptés aux espèces qui sont à proximité. Ce que mettre en avant aussi les deux catégories professionnelles, c'est des conflits dans le processus de conception avec les gestionnaires. C'est-à-dire qu'ils disent souvent, nous, quand on propose des choses, les services gestionnaires disent « nous qui allons gérer ça demain, on ne peut pas parce qu'on a notre machine qui va passer comme ça, qui fait tant de mètres de large, etc. » Et donc, c'est finalement les modalités futures de gestion qui empêchent de faire un peu évoluer l'aménagement voilà, dans le sens d'une intégration plus ambitieuse de certaines dimensions écologiques. Bon, ça, c'est un grand classique. Hein. Les gestionnaires, de leur côté, disent mais les concepteurs nous consultent pas assez, ils font leur truc, et puis après, nous, quand on doit gérer, on est bien en peine de le faire parce qu'ils ne nous sont pas associés. Et donc, voilà, on voit qu'il y a vraiment ces antagonismes ou ces tensions, en tout cas, entre les concepteurs et les gestionnaires. Et ça, c'est partagé du côté des deux catégories. Et puis très vite, bon voilà, tout un tas d'autres problématiques qui sont spécifiques au métier des paysagistes, mais qui en gros trouvent qu'ils ne sont pas assez présents dans la logique de projet, que les architectes, les ingénieurs dominent trop et ne leur permettent pas forcément d'avoir l'influence qu'ils souhaiteraient sur les projets. Donc voilà pour un peu les résultats de ces questionnaires, quelques points dont on rediscutera tout à l'heure. Ensuite, dans les chapitres 4 et 5, j'ai envisagé les projets d'aménagement urbain comme des espaces de transaction, c'est-à-dire où se nouent des échanges, des rapports de force entre les différents acteurs des projets. Et le projet d'aménagement urbain, dans ce qu'il a de négociation, etc., eh bien, dans cette logique-là, on peut envisager comme un espace-temps où peuvent se jouer justement des transactions qui seraient potentiellement favorables à l'intégration de ces questions écologiques. Et donc, pour aller vite, j'ai essayé de décliner ça sur deux registres différents. Tout d'abord, là, l'outil qui m'échappe m'aide, comme ça va plus vite. Tout d'abord, du point de vue des différents rôles que les écologues peuvent jouer dans les projets d'aménagement urbain. À travers les entretiens que j'ai pu avoir avec eux, j'ai essayé d'identifier très précisément les différents rôles qu'ils pouvaient jouer dans les différentes étapes du projet. Donc là, j'ai repris les différentes étapes d'un projet d'aménagement urbain proposé par Nadia Arad et j'ai développé, vous le voyez en dessous, assez précis, essayer de le faire le plus précisément possible, toutes les interventions que les écologues pouvaient avoir dans ces 4 projets. Les grands enjeux sont résumés ici. En gros, dans le temps de l'exploration et de la réflexion, eh bien, l'enjeu pour les écologues, c'est d'essayer d'écologiser la commande, c'est-à-dire de rajouter dans les cahiers des charges des questions liées à la biodiversité, à tous les enjeux écologiques qui leur semblent importants. Ensuite, ce que j'ai analysé aussi, c'est la manière dont ils peuvent participer à la conception, à la co-conception des projets, soit dans des rôles de sous-traitants ou de co-traitants,
Mais donc, ils sont parfois à la table, autour de la table, avec les urbanistes, les architectes, les paysagistes, à dessiner, co-concevoir les projets pour essayer justement de faire valoir leur expertise. Au temps des travaux, ils ont aussi des rôles à jouer. Bon. Et puis, même chose après, à la livraison, ils ont, là aussi, on pourra en rediscuter, mais des rôles à jouer potentiellement pour que les aménagements la dimension écologique qu'ils ont proposée dans la phase de construction puisse fonctionner efficacement, puisque évidemment, la mise en place d'un milieu s'inscrit sur un temps relativement long. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ont conçu un toit terrasse qui doit présenter une super biodiversité à terme que ça va se faire forcément comme ça. Et donc, il faudra peut-être qu'ils réinterviennent, qu'ils vérifient que les choses évoluent comme ils avaient pensé ou qu'ils reviennent dessus, etc. Donc, ça, c'était la réflexion autour des écologues, de leur rôle, de leur place, de leur émergence finalement dans le projet comme un acteur important. Et puis le dernier point que j'ai évoqué, parce que j'allais dire ça c'est un peu mon dada, c'est la question de l'aménagement en zone inondable, puisque des travaux antérieurs m'avaient amené à réfléchir sur l'aménagement en zone inondable. Et donc dans les zones inondables, eh bien, en gros, il y a deux choses que j'ai regardées. Je ne vais pas y arriver pour vous montrer cette image. Peut-être vous l'avez aperçu furtivement, photographie d'un quartier, les pieds dans l'eau. Mais en fait, ce quartier, les pieds dans l'eau, bon, je ne veux pas. Ce quartier, les pieds dans l'eau, en fait, c'est un quartier qui avait été conçu pour être résilient, justement, c'est-à-dire qui était adapté à l'inondabilité. Donc, en gros, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dans deux configurations différentes, et après j'arrête là, promis, dans deux configurations différentes, quand on construit en zone inondable, puisque parfois on le fait, même si les politiques publiques de prévention tentent à essayer de limiter l'urbanisation en zone inondable, mais dans certaines zones inondables qui sont constructibles au regard d'un niveau d'aléa faible ou modéré, eh bien, il y a des projets d'aménagement urbain qui voient le jour en zone inondable. Donc, comment, à travers la conception de ces projets, finalement, se tissent des liens différents au milieu naturel, puisque ce sont des quartiers qui sont appelés à vivre au rythme de la rivière, au rythme de l'eau, qui du coup vont tisser des liens différents avec le milieu naturel, où les bassins de rétention vont pouvoir potentiellement être aussi les espaces paysagers, le parc au cœur du quartier. Donc ça amène finalement les concepteurs urbains à interpréter, à donner une place assez forte au milieu naturel dans ces quartiers, parce qu'il s'agit de quartiers qui doivent vivre finalement au rythme des fluctuations du milieu naturel. Et puis dans une autre configuration inverse, là c'est plus quand on rajoute des bâtiments en zone inondable, c'est quand on en enlève. Ici, avec l'exemple de Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, eh bien, il y a ce qu'on appelle un processus de désurbanisation le long de l'Yerre, c'est-à-dire qu'après plusieurs inondations successives, la maire de Villeneuve-Saint-Georges, en 2010, a décidé que la meilleure solution, c'était de délocaliser ces constructions, de racheter ces constructions, de les démolir, et puis que les habitants, avec l'argent qui leur était versé pour le rachat de leur habitation, eh bien, se relogent ailleurs, hors zone inondable. Et dans ces cas-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que les paysagistes, les écologues qui conçoivent l'aménagement ou le réaménagement de ces zones d'expansion des crues, eh bien, là aussi, vont proposer des formes d'aménagement qui vont faire la part belle au milieu naturel. Évidemment, ici, on est en milieu urbain, donc il s'agit aussi de penser comment on articule un peu la vocation naturelle de ces espaces et leur vocation urbaine. Mais j'y vois, si j'arrive à faire apparaître cette citation, j'y vois une forme d'écologie, de la réconciliation mise en œuvre à l'échelle urbaine, puisque donc l'écologue américain Michael Rosenzweig nous dit qu'à travers cette écologie de la réconciliation, il s'agit d'œuvrer aussi bien pour les humains que pour les non-humains. Et donc, finalement, dans ces espaces, c'est bien un peu ce qui se passe. On essaye de réaménager en pensant, en ménageant de l'espace finalement pour tout le vivant, tous les vivants, humains et non humains. Voilà, désolé, j'ai sûrement parlé trop longtemps, j'ai essayé de foncer un petit peu à la fin pour terminer, mais on aura le temps de discuter, de répondre. Donc on s'installe. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation très didactique et très claire. Ce n'est pas étonnant du coup qu'on ait retrouvé
dans les biographies de nos étudiants de mémoire, de nombreuses fois référence à votre ouvrage, dans les mémoires à l'école d'architecture, voilà, et notamment toutes ces frises, tous les tableaux, cette présentation très claire qui revient sur un fil comme ça un peu socio-historique. Donc, on va s'installer. Et ce temps de discussion, donc, vous voyez, on a largement le temps de discuter sur cette présentation. Alors, peut-être une première question pour Franck Descoubes, puisque ça a été dit tout à l'heure, la manière, là, je porte plutôt sur la question de l'écologisation des pratiques chez les praticiens. Je me posais aussi la question, grâce à notre présence, de comment c'est reçu dans les collectivités. Il y a des groupes qui ont été dit sur les maîtres d'ouvrage, etc. On va commencer par peut-être dans les cultures professionnelles. Peut-être aussi, et ça c'est une question qui vaudra aussi pour Sylvain, la question de la formation. Nous, dans le cadre du programme REPSU, on s'intéresse beaucoup à cette question des cultures professionnelles, comment cette question de l'écologisation des pratiques, elle passe aussi par cette question de l'appropriation de ces injonctions qui pourraient être aussi imaginées parfois ou perçues comme contradictoires. Si on prend aussi cette logique de métropolisation, on avait un forum national à Nantes, REPSU, il y a quelques temps, et on parlait de métropolisation, démétropolisation, la question du référentiel de l'attractivité, l'attractivité en termes économiques et démographiques, qui serait, si ce n'est disparu, en tout cas un nouveau récit qui chercherait à se construire autour de la question de l'externalisation. Bon, là-dessus, effectivement, à Bordeaux, on a souvent tendance à prendre comme exemple la question de l'objectif du million d'habitants, celui du million d'arbres, ou de la métropole magnétique à la métropole à vivre. Donc voilà, c'est cette question aussi, comment on peut faire face à ces injonctions un peu contradictoires, à la fois se développer, mais aussi préserver, écologiser. J'ai déjà une reste question. Et ensuite, je poursuivrai parce que j'en ai une. Bonsoir à tous. Désolé d'être là ce soir pour quelques visages. Peut-être quelques réactions sur les pratiques professionnelles. Vous l'avez dit, hein, on a un cadre normatif qui aujourd'hui a un peu plus de 50 ans. Vous avez attribué à la création du premier ministère de l'Environnement en 1971. Et finalement, à tout un arsenal législatif qui, jusqu'en 2021, la loi climat résilience, s'est mis en place petit à petit. Ce cadre réglementaire, bien évidemment, il impacte et il vient entourer, embrasser les pratiques professionnelles, et a fortiori les pratiques des urbanistes qui sont un peu les assemblés de la définition du projet urbain. Donc il y a ce cadre, et puis après il y a la deuxième question que vous évoquez aussi, qui est celle de l'évolution sociale et de l'impact que ça peut avoir sur les pratiques, c'est-à-dire finalement ce qui, dans la place des questions écologiques croissantes, même si croissantes, peut-être des accélérations des dernières années post-Covid, impact des pics climatiques, canicules, inondations, c'est dans l'actualité, finalement fait qu'il y a une forme aussi d'évolution dans les prises en compte des pratiques professionnelles qui jouent à la fois sur peut-être un engagement citoyen, peut-être militant par moment, et puis par contre aussi sur une dimension qui peut être aussi un peu inconsciente dans les pratiques, par intégration finalement d'un besoin, d'une nécessité, d'un élément sur la nécessité d'adapter l'écosystème, peut-être le terme est mal choisi, mais en tout cas les territoires dans lesquels on vit à la nouvelle réalité climatique qui se dessine petit à petit, mais qu'on a plutôt avec nous. Donc moi, je vois ces deux temps, l'impact normatif est pour moi essentiel parce qu'il a façonné petit à petit les pratiques
Parce qu'on est dans un système et dans une habitude française qui est quand même très axée sur le droit, et le droit écrit, pour le coup, ça rentre en résonance. D'ailleurs, je me faisais la réflexion en vous écoutant, je serais curieux, je sais que certains dans la salle sont les regardés du côté de mon rêve, je serais curieux de voir comment, face à des problématiques équivalentes en Europe, en Amérique du Nord, dans des climats qui sont à peu près les mêmes finalement, les solutions, les changements de pratiques, l'écologisation des pratiques, et puis on une série de remarques. Sur le deuxième point vaste que vous avez évoqué, la métropole millionnaire en habitants, millionnaire en arbres, magnétique, attractive et aujourd'hui à vivre. Bon, il y a une douceur qui s'installe. Hein. Vous avez évoqué la gestion de Claire, une douceur qui s'installe progressivement. C'est certainement très heureux. Communication institutionnelle et encore plus en communication politique, on cherche toujours à simplifier un peu les notions pour finalement les rendre plus acceptables. La question de la métropole millionnaire, si j'ai à peu près mon souvenir, c'était, elle est apparue après un rapport de la Data qui fixait le million d'habitants comme le seuil nécessaire pour faire partie des métropoles de niveau européen. Ça suivait à peu près les courbes de croissance de la communauté urbaine de Bordeaux à l'époque, qui, environ de 2030, un peu après, allait friser le million d'habitants. Et finalement, c'était proposé comme un objectif politique permettant de revoir une stratégie d'aménagement, notamment pour les 50 000 logements, avec un axe renforcé sur la progression du tramway, sur les corridors du tramway. Et puis, vous avez cependant des 55 000 hectares pour la nature, considérant que c'est la superficie à peu près de la métropole de Bordeaux, et la moitié de cette superficie est consacrée d'espaces naturels, agricoles, forestiers, ce ne sont pas forcément des espaces naturels purs et durs dans notre région. Il y avait cependant cette dialectique entre les 2 millions d'habitants, entre les habitants et ce qui était considéré comme relevant de la nature au sens large. D'ailleurs, c'est à la même époque qu'une direction de la nature a été créée au sein des services communautaires. C'est une direction qui existe encore, qui est au sein de la direction générale dont j'ai la charge. Et je pense que c'est une des premières en France. La notion a évolué, c'est-à-dire que le chiffre du million d'habitants est devenu un chiffre qui a une vraie réalité politique, puisqu'on est passé bien souvent à une formule de rejet. Les deux séquences électorales qui ont suivi, 2014 et puis 2020, parce que ça allait fracasser finalement un vécu différent de la part des habitants, celui d'une accélération de la croissance démographique. La commercialisation bancaire, ça a toujours été en croissance démographique, et une vraie accélération pour de l'arrivée de la LGV, pour faire schématiquement. Et cette accélération, elle s'est faite à la fois dans les grands projets d'aménagement, mais beaucoup dans le diffus. C'est-à-dire au plus près de les gens habitaient déjà. Il y a eu une petite forme de sidération dans les équipes politiques, et peut-être plus dans les équipes politiques, du coup, sur ces notions-là, la question de l'attractivité qui est rejetée, pas qu'à Bordeaux d'ailleurs, largement. Et puis les démarches de métropole à ville qui sont, vous avez évoqué, qui ont été installées lancées il y a un peu plus d'un an, comme un forum de réflexion ouvert, et qui répondait à une nécessité perçue comme telle par le président de la métropole et l'actuel président de la métropole, les élus,
de se relancer dans une réflexion finalement sur qu'est-ce que doit être la métropole de Bordeaux demain. Une métropole à vivre, finalement, le slogan qui est l'objet de nombreux échanges et de nombreuses réflexions est issu de la définition de ce besoin. Je trouve que ça va même un peu plus loin parce que derrière la question d'une métropole à vivre, c'est la question d'une métropole à habiter et la fonction d'une métropole qui veut conserver une fonction d'accueil. Et comment on accueille et on vit bien dans une métropole avec toutes les contraintes que j'évoquais de changement climatique, mais dans une géographie qui est particulière. Pour la partie où on est sur un ancien lit de la Garonne, sur la partie rive gauche, sur un ancien marais, une partie, en tout cas un bout de plateau landais qui n'a pas de chantier forestier, donc avec un rapport au sol, un rapport au l'eau, l'anneau que vous évoquez, c'est intéressant. Vous avez pu dire sur cette question-là, sur laquelle vous n'êtes pas tout passé. En tout cas, un rapport au sol qui est très particulier, un rapport à la géographie qui est très particulier. Alors que finalement, quand on parlait de Bordeaux, on parlait beaucoup de l'histoire de Bordeaux, mais beaucoup moins de sa géographie. Je me suis un peu étendu, pardon. Merci beaucoup. Et peut-être, Sylvain, je vous laisserai me dire comme vous le souhaitez, mais effectivement, c'est quelque chose qui ressort dans ce que vous avez évoqué, à la fois sur le côté d'injonctions qui sont portées par Arglo, c'est-à-dire la loi Métro, avec aussi des possibilités de détricotage, comme on a pu voir récemment sur les questions de la ZFE dans certaines métropoles, ou suite au mouvement des agriculteurs, mais bon, bref, qui fixe comme ça un cap, notamment sur Lausanne, avec là aussi, on sent des tensions dans les modes d'application. Ce côté un peu soft law que vous avez évoqué avec un exemple qu'on pourrait citer ici sur le bâtiment frugal bordelais. Et après, effectivement, cette question qu'on pourrait appeler non pas, on ne pourrait pas vraiment faire une frise, mais des moments un peu sociaux qui nous ont été évoqués déjà dans les premiers entretiens, des événements un peu comme ça, donc, les gilets jaunes, toutes les discussions suite aux gilets jaunes, la convention climat. Et puis, vous l'avez dit sur votre questionnaire, alors qu'il n'a pas pu être traité, si j'ai bien compris, à la fois pour les paysagistes et pour les urbanistes, mais évidemment, la question du Covid, la question du confinement et comment ces moments qu'on pourrait qualifier de sociaux ont pu impacter ou pas, ou en tout cas, peut-être ça, c'était plus dans les entretiens, vous l'aurez peut-être perçu, cette écologisation des pratiques. Ok, merci pour cette question. Cette dimension-là, elle n'est pas vraiment ressortie autour de grands moments comme ça nationaux, partagés, j'allais dire nationalement. Elle a plus été mentionnée, c'est ce que vous évoquiez, quand je fais un entretien et qu'on sort d'une canicule, ou il y a eu une canicule ou une inondation quelques mois avant, bah ça c'est quelque chose qui a imprimé un peu dans les esprits et puis du coup qui ravive cette prise de conscience ou en tout cas actualise cette conscience que on peut aménager sans intégrer ces questions de crise climatique, de crise écologique, de risques, etc. Après, bon, j'ai parlé très vite de ce qui se passe en zone inondable. Du côté de l'aménagement en zone inondable, c'est la tempête Xynthia qui a joué ce rôle d'événement qui a été marquant et qui a été marqué un avant et un après dans les pratiques, dans la vision des élus aussi, puisque avec le procès du maire de la Faute-Ferrière suite à cette catastrophe qui a frappé sa commune, notamment, c'est la commune qui a été la plus touchée, ça a fait jurisprudence dans le droit, mais ça a fait aussi, ça a marqué les esprits des élus, c'est-à-dire que les élus, désormais, ils savent que leur responsabilité, c'est pas juste un vain mot, mais qu'effectivement, on peut venir leur chercher des ennuis devant un tribunal si leurs décisions en matière d'urbanisme sont un peu trop légères. Donc, dans ce domaine de l'aménagement dans les zones à risque, oui, c'est marquant. Après,
c'est plutôt les éléments, un peu le contexte général. Vous savez, hein, moi je viens d'un département où la sécheresse sévit. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qui localement commence à faire son chemin. Il commence à faire son chemin. Vous avez entendu parler, j'imagine, de ce projet de golf dans les Pyrénées-Orientales, hein, tout un projet, tout un complexe autour d'un golf, un complexe immobilier autour d'un golf qui est porté par la maire d'une commune depuis des années, dont les travaux ont commencé là. Et ce projet, bon, il est contesté depuis des années par des associations environnementales, etc. Mais c'était une contestation qui finalement était très, très discrète et se bornait à ces spécialistes de la contestation des projets, quoi, finalement. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, ces associations environnementales, finalement, elles sont perçues comme étant des acteurs majeurs de l'écologisation de l'urbanisme parce que depuis des années, voire des décennies, elles sont sur le front pour essayer d'attaquer des projets, de les contester, de détricoter leur impact environnemental, etc. Mais finalement, dans le cas de présent, ça avait peu d'effet. Ce n'était pas médiatisé. Et à partir du moment où, dans le contexte de sécheresse accrue, etc., la société civile, plus largement, s'en est mêlée. Nous, les universitaires de l'Université de Perpignan, qui avons signé une tribune, tout un tas d'associations qui ont aussi relayé la chose, etc. Et bien, finalement, il y a là, tout d'un coup, une prise de conscience chez certains élus, chez certains professionnels de l'aménagement, etc., que le modèle d'aménagement de ce département, il est totalement déconnecté de la réalité bioclimatique du territoire. Et donc là, il y a comme ça, effectivement, des événements qui obligent à recorréler les deux et se dire le modèle de développement n'est plus viable, donc comment on le réinvente, etc. Alors là, on n'en est pas encore tout à fait là, hein. Mais effectivement, il y a comme ça des moments importants qui peuvent faire bouger un petit peu certaines lignes. Mais donc ça, je prenais d'autres exemples parce que dans les entretiens que j'ai faits, précisément, c'était pas très manifeste, cette influence-là de ces événements. Alors que vous disiez, nous, dans les premiers entretiens, on voit déjà C'était exploratoire. Exploratoire, d'accord. Bon, en tout cas, moi, c'était assez peu présent, mais voilà, je veux m'appuyer sur d'autres contextes pour confirmer que certains événements, soit très ponctuels, soit des aggravations de tendance, peuvent faire parfois une sorte d'effet cliqué. Hein. Là, il y a une prise de conscience. Après, bon, est-ce que c'est vraiment cliqué sur lequel on ne revient pas ou est-ce que c'est temporaire? Ça participe d'un mouvement. Ça participe d'un mouvement, d'une réflexion et une prise de conscience. Peut-être pour revenir sur un mot de tout à l'heure, vous avez parlé de la question du diffuse. Bon, au début de votre ouvrage, vous évoquez la notion d'anthropocène, la ville comme emblème de l'anthropocène. Certains parlaient d'urbanocène, d'anthropocène. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir si l'écologisation de ces pratiques, en tout cas, qui ressort dans la vision telle qu'elle est décrite par les praticiens, est-ce que la métropole centre, le cœur de la métropole est la bonne échelle en fait d'écologisation de ces pratiques, ou est-ce qu'elle peut se faire aussi, en tout cas dans ce qu'ils disent dans les entretiens, peut-être ailleurs? Ça fait écho, moi, aux travaux que j'avais vus que j'avais menés sur les jeunes architectes, les futurs architectes qui passent leur habilitation à maîtrise d'œuvre en Europe et qui se projettent plutôt sur les territoires ruraux, de montagne et valorisent aussi une forme d'écologisation de la pratique, enfin, sous responsabilité, alors qui passe à la fois par les matériaux, mais aussi cette idée d'un ancrage local. Est-ce que dans la manière, de quel projet, en fait, quand il parle de projet, d'écologisation des pratiques à travers le projet, de quel projet il parle? Est-ce qu'il parle aussi de grands projets urbains, de grands projets métropolitains, ou est-ce qu'il pense aussi à peut-être d'autres types de projets? Oui, c'est vrai que ça fait partie des questions que je leur ai posées, de me dire, de me citer un ou quelques projets qui leur semblaient emblématiques un petit peu de ces ambitions écologiques qu'ils portaient, etc. Et donc là, moi, j'y vois plutôt une sorte d'effet de localisation des praticiens qui m'ont répondu, c'est-à-dire que pour les Toulousains, c'est l'écoquartier de la Cartoucherie, et puis pour un urbaniste ou un paysagiste qui est implanté
dans le Massif central, bah, ça va être le truc voilà, un petit projet plus modeste du village d'à côté. Enfin, donc souvent, cette espèce d'adéquation entre le projet qui était cité et leur lieu d'exercice, pas tout le temps. Après, il y a quelques projets qui étaient un peu des projets qui revenaient comme ça dans les citations. J'y vois plutôt l'effet d'une forme de médiatisation de certains grands projets qui ont les faveurs des magazines, des prix d'architecture, d'urbanisme, etc., et donc qui ont fait parler un peu d'eux. Et les praticiens, même s'ils exercent à l'autre bout de la France, bah, ils ont vu des images, ils ont entendu parler un peu des choix qui avaient été faits sur ces territoires. Mais oui, il y avait des projets modestes. Après, peut-être qu'on peut corréler ça à comment il s'appelle, vous allez me rafraîchir la mémoire, le Grand Prix de l'urbanisme de l'an dernier, Simon Tessou, bah voilà, aussi cette attention apportée effectivement à une action plus modeste dans les territoires ruraux, etc., qui peut-être participe de ce que vous appeliez, enfin vous évoquiez tout à l'heure l'idée que là, la métropole ne faisait plus forcément recette, la métropolisation, on s'en Parler de nouveaux cycles de métropolisation. Oui, du coup, il y a aussi la volonté d'être attentif à ce qui se passe dans d'autres territoires, effectivement, et de dire, bah, finalement, tout ne se passe pas dans les métropoles, mais il se passe plein de choses dans des territoires plus discrets, des territoires ruraux, des villes moyennes, etc. Bon, il y a tout un tas de projets aussi soutenus par l'État, Petites Villes de demain, etc., qui essaient aussi d'apporter de l'ingénierie à ces territoires pour les dynamiser. Et donc, c'est vrai qu'il y a comme ça des praticiens qui ont cette attention pour ces territoires. Donc, je pense que ça y participe. C'est une question, Franck Descoupes, sur la métropole comme lieu d'écologisation des projets. Vous parliez tout à l'heure des faire avec. Nous, on va évoquer des projets de renaturation, donc il y a aussi de faire avec, mais peut-être de défaire ou refaire. Comment on fait quand on est à l'échelle métropolitaine? Un des projets sur lequel on va travailler, c'est le quartier de la Jalère. Voilà, qui est les dernières cartouches foncières sur lesquelles on peut envisager des projets qui seraient peut-être positifs. Comment on gère cette écologisation des projets à l'échelle métropolitaine? Je vais prendre un exemple, la Jalère. Je ne crois pas que ça soit. Je vais réagir tout de suite à ce que vous venez de dire, volontairement, parce que je l'entends souvent. Alors, ça nous a dit, je le reprends, mais je l'entends souvent, et à juste titre, par absence de visibilité d'autre chose. Je ne crois pas que ça soit un des derniers projets d'aménagement du territoire métropolitain, et je ne crois pas que ça soit la fin des grandes opérations d'aménagement. Je dis grandes opérations d'aménagement, je ne parle pas forcément des actes sur Atlantique avec 10 000 logements chacune, qui sont pas mal d'échelle, qui pour l'histoire bordelaise, sont hors normes. Pour préciser cet élément-là, la question du faire avec et du faire avec naturel déjà présent, la nature déjà présente, toujours bien impacté par la nécessité pour nous, Paul, d'élaborer, d'affiner une stratégie foncière qu'on n'a pas forcément vue ces dernières années. Stratégie foncière qui est axée sur le recyclage urbain. Travailler sur le recyclage urbain, et très schématiquement, c'est forcément travailler sur des sols qui seront déjà imperméabilisés, 75% à la Jalère, à 95% sur les secteurs de Mérignac-Marne et de Soleil, à peu près de façon équivalente en dette sur d'autres axes de corridor tramway, et dans un entre-deux quand on va travailler sur demain
assez vite sur les pourtours des futures gares du RER métropolitain. Donc, on a une stratégie affinée et on fait avec une nature qui n'est pas forcément présente. Donc, il y a une dimension un peu brutale pour aller désimperméabiliser les sols. Il y a une dimension un peu brutale, un peu autoritaire, qui passe par le remploi de l'existant quand on peut. C'est le cas sur HDR, sur 100 000 mètres carrés à créer, 40 000 à réhabiliter, en profondeur. Mais quand même de la démolition et de la désimperméabilisation, et une désimperméabilisation qui d'ailleurs ne se limite pas à la surface des parcours sur lesquels on intervient. La question du sol dans sa profondeur est une dimension un peu nouvelle. On n'est plus dans un acte d'autorité que dans un acte de faire avec, je trouve, dans cette configuration. C'était quoi ce que vous disiez sur lequel vous avez passé un peu rapidement sur la fin? On a écologisé la commande, écologiser les choix d'aménagement. Est-ce que, par rapport à ce que vous ont dit, enquêter sur ces questions-là, comment ils perçoivent aussi les injonctions ou l'évolution de la commande? Ça fait partie des choses qu'on aimerait nous aussi étudier en essayant de regarder ça sur un temps un peu long, à la fois dans l'emploi du vocabulaire, mais aussi peut-être dans l'intégration de compétences, en tout cas des compétences qui sont demandées. Citer les écologues, pendant un temps c'était les sociologues, les écologues. Est-ce que eux le perçoivent aussi comme ça, une évolution de la commande qui peut-être à créer cette écologisation des pratiques? Oui, ça c'est très net, l'influence, l'incidence de la commande et comme je disais tout à l'heure, la volonté du maître d'ouvrage ou des maîtres d'ouvrage et le portage politique de leur projet. Les concepteurs urbains le pointent comme étant décisif. Ils disent on voit de plus en plus de cahiers des charges qui sont porteurs d'ambition écologique. Donc, certains disent même en fait, la clé est entre les mains des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire, je cite un urbaniste dans le bouquin, il dit les urbanistes ou les paysagistes, si les cahiers des charges sont écologisés, ils feront ce que demandent les cahiers des charges. Et donc, eux, ils se mettront en ordre de marche pour répondre à ça. Ils auront des éléments de proposition disponibles. Mais tant que la commande n'est pas massivement écologisée, ça limite, etc. Donc, ils mettent à la fois positivement et négativement, puisque je disais tout à l'heure un peu pointer du doigt un peu les ambiguïtés des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ils disent oui, certains maîtres d'ouvrage sont on voit une différence dans certains territoires où on intervient. Désormais, ce sont des enjeux qui sont systématiquement au cœur des réflexions sur lesquels on nous attend au tournant, etc., avec un vrai portage politique de ces questions. Et puis, dans d'autres territoires, c'est totalement absent, etc. Dans certains contextes, c'est pas du tout là. Et quand ça n'est pas là, ça nous handicape sacrément parce que nous, on n'a pas cette légitimité. Nos propositions apparaissent moins légitimes et donc on a plus de mal à les faire valoir et surtout à les tenir dans la durée du projet si on n'est pas conforté par la légitimité que nous attribue finalement le maître d'ouvrage à travers le cahier des charges qu'il a formulé. Si c'est eux qui ont l'impression de devoir se battre pour imposer ces questions, parfois certains le font, etc., et ils déploient des trésors d'ingéniosité pour réussir à avoir gain de cause, à tenir leur choix dans le... Mais ils disent, on a beaucoup plus de mal et parfois on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas cette volonté, ce portage politique du commanditaire. Donc on voit qu'ils l'abordent positivement ou négativement, ils ont pleinement conscience que la volonté des maîtres d'ouvrage, leur implication en la matière, elle est déterminante. Très bien. Bon, ça fait déjà de la petite demi-heure entre nous. On va laisser la parole à la salle. Alors moi, j'avais plusieurs questions encore. Je vais juste les laisser comme ça. Les rattrapes qui veut. Voilà, les rattrapes qui veut. La première, c'était sur ce que vous évoquez, la notion d'acteur émergent, de métier émergent.
Et comment, en fait, sur cette, parler d'hybridation des acteurs, comment il y a des profils comme ça, un peu métiers nouveaux. Ça aussi, c'est des choses dont on a pu discuter, notamment avec les collègues de l'agence d'urbanisme, avec des profils comme ça, un peu hybrides, qui viendraient permettre de dialoguer sur les méthodes, sur le vocabulaire, sur les approches entre différents métiers, alors peut-être l'architecte, les paysagistes et ensuite les écologues, avec des méthodes un peu intermédiaires. Comment se fait cette hybridation? Et puis après, donc, je la laisse aussi suspendue, on la traitera là ou là. C'est plus sur la question de la pénétration de cette écologisation, de ces injonctions en termes écologiques dans l'organisation des services. Ici, dans l'organisation des services, leur mutualisation, leur configuration, puis peut-être aussi sur la question de la formation et le recrutement. Comment là aussi on peut voir s'opérer ce genre de pratique. Mais donc on les garde en l'air pour l'instant. Et donc on va gratifier la salle de la possibilité de poser les questions qu'ils voulaient. Alors j'imagine tout à l'heure, pas des cris mais des mots, quand il s'agit de parler des obstacles, et notamment que parmi les 3 obstacles, les promoteurs, les aménageurs et les élus. Donc peut-être que ici, à l'esprit, peut-être certains voudront réagir. Et donc voilà, la parole est libre. Oui, c'est ça, votre avis sur le fait que les élus soient un frein à l'écologisation de l'urbanisme, sachant que c'est quand même aussi pour eux, ou positif pour eux, pour leur ville, d'écologiser des espaces comme ça. Oui, merci pour votre question. En fait, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait à l'instant, c'est-à-dire que les élus, ils sont perçus à la fois comme un des acteurs moteurs de l'écologisation et comme un acteur qui crée l'écologisation. Ça renvoie à ce que j'évoquais à l'instant de cette ambiguïté des maîtres d'ouvrage, mais en même temps, c'est-à-dire que certains portent ces ambitions et d'autres pas du tout. Et ça renvoie aussi au fait que, du point de vue des concepteurs urbains, leur rôle, ils perçoivent leur rôle au maître d'ouvrage comme déterminant. Donc, ils disent, s'ils jouent le jeu, ça nous aide beaucoup. Et ça fait vraiment avancer le schmilblick. Et par contre, s'ils ne sont pas porteurs de ces ambitions, là, ça nous met des bâtons dans les roues et on a beaucoup plus de mal à faire advenir un projet qui soit un peu vertueux en matière écologique. Donc, ça renvoie à ça. Mais, et du coup, il y a une autre, je pense, dimension dans votre question, c'est aussi, vous disiez, c'est leur intérêt, hein, si je vous ai bien compris, pour leur territoire, pour leurs administrés, etc. Oui, certains en ont bien conscience, d'autres pas forcément. Je ne sais pas, vous pratiquez peut-être des élus, vous discutez peut-être avec des élus, vous avez peut-être fait des stages, des alternances dans des collectivités, etc. Ou dans le cadre de vos alternances chez des promoteurs, peut-être vous interagissez évidemment avec des collectivités. Certains élus sont, et je parle en connaissance de cause, puisque dans les Pyrénées-Orientales, on en a un certain nombre qui sont encore sur ce modèle-là, c'est-à-dire l'idée qu'il faut juste développer le territoire en construisant et que les problématiques écologiques, soit ils sont franchement sceptiques sur le changement climatique, sur la crise écologique, soit ils disent, c'est pas notre priorité, quoi. Et donc, donc soit ils en ont conscience que c'est une richesse pour leur territoire, leurs habitants, etc., soit ils n'en ont pas conscience déjà, et quand ils ont conscience, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, parfois, même s'ils peuvent se dire, oui, moi j'aimerais penser un peu le devenir de mon territoire, l'aménagement de mon territoire autrement, pour qu'il soit plus adapté au changement climatique, que mes habitants soient moins vulnérables aux canicules, moins vulnérables au risque d'inondation, que les sols soient plus perméables et que ça rafraîchisse un petit peu le territoire, etc. Mais tout ça, in fine, comme je le disais, ce qui parle avant tout, c'est leur budget. Et comme les finances des collectivités sont ce qu'elles sont, souvent, ils vont aller vers le moins 10 ans. Et puis, lorsqu'ils s'en remettent à des acteurs privés, les acteurs privés, eux aussi, en général, les arbitrages financiers sont décisifs. Donc, du coup, de toute façon, même si les élus
ont conscience que ça pourrait apporter des bénéfices à leur territoire, bah, parfois, ce sont d'autres logiques qui vont primer et donc empêcher finalement la réalisation de projets qui seraient un peu porteurs d'ambition. Ça répond à votre question. Peut-être vous présenter juste avant de prendre la parole et ensuite. Oui, mais du coup, en rebondissant presque sur votre question, c'est une question qui m'était dans votre recherche, dans l'entourage de chercheurs, ça approfondit la question de la révision des valeurs, parce que cette écologiser l'urbanisme, vous avez évoqué, de toute façon, les paysagistes se retrouver dans leurs propres valeurs personnelles et éthiques, et puis là, on vient de parler tout d'un coup de valeurs économiques et d'arbitrage économique. Est-ce qu'il y a des recherches un peu poussées sur cette question de réviser les valeurs dans toute l'acception que l'on peut donner à cette expression, réviser les valeurs? Y compris quand je vais pousser le fil un peu plus loin, y compris quand les urbanistes ou les architectes sont spécialisés dans les secteurs les plus patrimoniaux des villes et sont percutés d'une façon totalement originale par la question de l'écologisation des pratiques. Moi, personnellement, j'ai pas lu, j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus. C'est vrai que c'est des choses qui sont apparues, hein, ces questions des valeurs, d'alignement des paysagistes, des urbanistes par rapport à leurs convictions personnelles et à leurs pratiques, entre leurs convictions personnelles et leurs pratiques professionnelles, etc. Mais tout à l'heure, dans le train, en venant, je lisais Bernard Blanc. Tu parlais de ça, hein, dans la partie 9.3, etc. Bon, bref, Bernard Blanc fait un travail dans lequel il se coltine un petit peu avec cette question des valeurs économiques qui est produite et les autres types de valeurs et comment un certain nombre d'opérateurs finalement essaient de déployer la justification finalement de leur rapport à la société sur de nouveaux registres, c'est-à-dire pas juste le registre de on est capable de produire des logements pour atteindre la métropole millionnaire, mais aussi on est capable de répondre à des enjeux d'intérêt général, c'est-à-dire par exemple la trajectoire bas carbone, etc. Et donc on vous prouve que grâce au respect de tels labels, de telles réglementations, RE 2020, etc., grâce à des outils de mesure, voilà, nous, on contribue aussi à cet objectif supérieur. Donc, on se rattache à des valeurs autres que simplement la recherche de profit et d'efficacité dans nos missions. Donc, peut-être, Bernard, tu veux développer cette question. Je t'emprunte cette réflexion, mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas trouvé, mais peut-être simplement que je n'ai pas rencontré cette littérature-là, peut-être en sociologie, il y a des choses. Moi, en tout cas, quand j'ai mené mon travail, je n'ai pas lu là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement bien une tentative en ce moment qui s'opère, un peu comme ce que tu évoques sur l'écologisation, une sorte de processus. Il y a une sorte de processus d'alignement sur de nouvelles valeurs, entre guillemets, et au moins sur l'accord qu'il y aurait entre l'État et les opérateurs urbains sur une nouvelle façon d'énoncer le bien commun. Il y a quelque chose que moi j'explore, que je vois apparaître, qui est le fondement d'un nouvel accord entre l'État, parce que c'est lui qui règle le jeu, des opérateurs urbains, et en particulier des promoteurs immobiliers, et de leur pratique et de leur changement de posture, où on avait tendance à avoir un regard un peu négatif sur cette profession de promoteur immobilier, en disant, dans le fond, il n'y a que la dimension économique qui les intéresse, il n'y a que le profit qui est leur boussole. Or, on voit que dans les négociations et les transactions qui s'opèrent en ce moment sous couvert d'écologisation, il y a une sorte d'accord qui est en train de s'établir, me semble-t-il, entre l'État et ses opérateurs. Le problème,
c'est que c'est un accord, contrairement à ce qu'on a évoqué, qui renforce encore plus la dimension industrielle de la visée et qui reste dans le champ de l'attractivité de l'État et des territoires. Et ça ne remet absolument pas en question. Donc moi, je ne vois pas de transformation et de disparition de ce qu'on évoquait des métropoles attractives et le magnétique Bordeaux. Ben, au niveau de l'État, c'est encore un enjeu clé. Quand vous lisez le plan climat, la version dès 2017, hein, il est dit, voilà, la France est en tête de peloton par rapport aux autres pays européens. Il faut qu'on garde cette position de leader par rapport à la trajectoire zéro carbone. C'est un enjeu d'attractivité de l'État et c'est une chose que l'on garde. C'est dur, hein, on n'est pas dans la poésie de l'écologie et des pâquerettes et des petites plantes, les nichoirs à oiseaux. Hein, on est vraiment tout le temps dans le registre de c'est un avantage concurrentiel pour l'État et il faut qu'on arrive à démontrer qu'on est les meilleurs élèves de la trajectoire carbone. 2050, zéro. On évoque la Jalère, par exemple, c'est un exemple bordelais qui me semble être typique de ce mouvement-là. L'opérateur qui est Urbain des Bois, qui a l'opération à conduire en tant qu'aménageur, affiche tout de suite que ce sera le premier quartier zéro carbone que la commune de Bordeaux. Je ne parle pas de la métro, hein. La commune de Bordeaux. Hein. Premier, simplement parce que Urbain des Bois, c'est une filiale d'ICAD, et ICAD est en train de développer son propre label zéro carbone. Il veut prouver qu'il arrive à tenir ces engagements-là. Et pour les tenir, les valeurs qu'on met en avant, c'est à nouveau des valeurs métriques de mesure, de gradient, de coefficient, de pourcentage, etc. Donc on reste dans la culture précédente et on n'arrive pas à en sortir, me semble-t-il. François, peut-être juste sur la question des valeurs, là, c'est la valeur en tant que mesure, évaluation. Au moment de relire Max Weber sur la question des tensions entre rationalité en valeur et rationalité en finalité, ou rationalité instrumentale et rationalité axiologique, c'est quand voilà, porter dans des convictions, puis après dans la pratique. Ça ne se produit pas toujours, ou encore c'est la question de l'éthique, l'éthique de responsabilité ou l'éthique de conviction, c'est qui ne vont pas se heurter, mais voilà. On fait souvent de l'arbitrage un peu comme ça. Je pense que vous comprenez dans la pratique professionnelle, ça se retrouve. Peut-être François, une question et ensuite je vais juste revenir sur votre parallèle, François Rouault, l'agence d'urbanisme. Le parallèle que vous faites entre les paysagistes et les urbanistes. Alors, les paysagistes, oui, les paysagistes ont une pratique, on dit des paysagistes concepteurs. Ils sortent d'une école de paysage avec le droit de signer des projets, etc. La question elle est peut-être un peu innocente, peut-être un peu simple, mais pour vous, c'est qui sont les urbanistes que vous avez interrogés? Est-ce qu'on est uniquement sur des urbanistes concepteurs, c'est-à-dire qui ont un titre d'architecte, ou est-ce que les urbanistes, pour vous, recouvrent aussi l'ensemble des ingénieurs urbanistes, des géographes urbanistes, des historiens, des sociologues? Parce que, en fait, le métier d'urbaniste n'est pas nécessairement très clairement codifié. Alors, il y a des troisième cycles d'urbain, à l'époque des DESC, c'est aujourd'hui des masters, mais c'est plus une pratique, et je pense que pour revenir sur la question des valeurs des urbanistes, elles sont beaucoup plus variées que les valeurs des paysagistes qui ont. C'est pour vous, voilà, votre questionnaire, même peut-être tout simplement la question de votre questionnaire, à qui vous l'avez envoyé? Merci pour cette question. Donc, c'est vrai que là, j'en ai pas parlé, mais l'échantillon de mes urbanistes, si je puis dire, il est beaucoup plus divers, effectivement, que l'échantillon des paysagistes. C'est vrai que les paysagistes concepteurs, vous l'avez bien dit, hein, ils sortent tous de quelques écoles en France. Bon, dans mon échantillon, j'avais quelques écoles en Belgique ou en Suisse, mais majoritairement, ils sortaient des quelques écoles nationales du paysage, là, françaises. Et on sait que ces écoles du paysage, elles ont chacune un peu une identité, elles peuvent promouvoir des conceptions du paysage un peu différentes, mais effectivement, il y a cette forme d'homogénéité, hein, dans leur formation, dans leur
manière d'envisager leur positionnement professionnel, etc. Alors que du côté des urbanistes, je le précise, là, évidemment, je n'ai pas pu le préciser, mais je le précise en début de chapitre consacré aux urbanistes, que mon échantillon, alors effectivement, il n'y a pas de titre, comme il y a un titre des concepteurs ou comme il y a un titre d'architecte, et que du coup, ça ouvre la porte à une grande diversité de profils. Dans mon échantillon, pour vous dire les choses plus concrètement, il y a, si je me souviens bien, mais je ne me souviens plus en fait, mais en gros, il y a une part, je crois, un quart d'architectes qui se disent architectes urbanistes, qui souvent sont qualifiés par l'OPQU, et donc dans leur pratique, voilà, cette double casquette. Je crois qu'il y a la moitié de diplômés de formation en aménagement urbanisme, donc des ESS, les masters, etc. Et puis après, l'autre quart, c'est une diversité de profils, des géographes, des sociologues, des écologues, des historiens. Enfin voilà. Donc effectivement, cette diversité, elle est très claire. Et vous avez raison, probablement que de cette diversité, déjà, dans les formations d'origine, donc je fais 2 diagrammes, un sur les formations d'origine et un sur les structures d'exercice. Donc, dans les structures d'exercice, c'est pareil, il y a une beaucoup plus grande diversité. Et donc, c'est vrai que ces urbanistes qui ont répondu à mon questionnaire, ils se retrouvent dans des postures, dans des situations professionnelles, à exercer des métiers très différents. C'est vrai que être urbaniste en agence d'urbanisme et en agence d'urbanisme comme vous, ou dans un bureau d'études ou une agence ou dans une collectivité, c'est effectivement pas la même chose. Et ça renvoie aussi à des enjeux, à des positionnements qui sont différents. Donc oui, je me rejoins tout à fait. Donc c'est vrai que les résultats probablement témoignent. Bon là, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est bien quelque chose dont j'ai conscience, mais en même temps, il y a un certain nombre d'éléments qui me semblent quand même fédérateurs ou communs aux perceptions majoritaires des urbanistes, en dépit de cette diversité de modes d'exercice. Après, il y a aussi les effets de génération qui se perçoivent, évidemment, vous vous en doutez, vu les questions, vous évoquiez les questions de formation, etc. C'est vrai qu'on sent bien quand même que les praticiens qui sont dans le monde du travail depuis peu, etc., ils sont plus sensibles à ces questions, ils ont été formés à ces questions. Beaucoup de praticiens qui sont des vieux routiers, ils disent moi, je me suis formé sur le tas, j'ai appris tout seul, je me suis confronté à ça. Mon métier, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai vu évoluer. Et donc, finalement, c'est des choses que je n'ai jamais apprises dans mes formations. Donc, on voit aussi cet effet de génération. Il y avait une question ici. Mélina Gabordeau, aquitaniste, et je me définis un peu comme urbaniste avec une hybridation dans les parcours, avec quelques collègues ici présents en agence d'urbanisme et en collectivité. Et effectivement, je pense qu'il y a ces effets aussi d'hybridation de parcours qui peuvent amener à des modes de vue sur un projet urbain différent. Mais du coup, vous l'avez nuancé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai revenir. Quand vous avez parlé des acteurs majeurs perçus par les AGT et des urbanistes, vous avez mis en avant le fait que les urbanistes identifiaient peut-être un peu plus d'acteurs comme incontournables, mais pour autant, justement, les services des collectivités, même les élus étaient cités un peu loin, alors qu'après, vous êtes revenu sur la notion de maîtrise d'ouvrage et de commande publique comme un élément tournable de ces changements de pratique. Donc voilà, je me demandais un peu, est-ce que c'est contradictoire ou au contraire, voilà, est-ce que c'est des éléments qui sont venus plutôt dans la discussion avec ces personnes? Parce que moi, ça m'a beaucoup surpris au départ quand dans les acteurs considérés comme incontournables, il n'y avait pas ni les élus, ni les services des collectivités, ni même les services de l'État, etc. Donc, voilà, j'ai trouvé ça plutôt surprenant et sur la pas bien compris cette
d'interaction. Voilà. Ok, merci pour votre question et demande de précision. En gros, le monde des collectivités, si vous voulez, il est là désigné à travers la figure de l'élu. C'est-à-dire que les services, effectivement, des collectivités ne sont pas mentionnés. Donc, en gros, élu, c'est les structures, les collectivités publiques, quoi. Sans rentrer à un niveau plus fin de est-ce que c'est porté par l'élu, c'est l'élu qui est moteur, est-ce que c'est dans les interactions avec ses services, ses techniciens, etc., au quotidien qu'on fait avancer les choses, etc. Donc c'est vrai que là, ça ne descend pas à ce niveau de finesse-là. Après, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que en fait, ça apparaît. Vous me disiez, est-ce que c'est contradictoire? Peut-être, probablement. Moi, je l'ai senti comme une forme de c'est contradiction, ou en tout cas de dualité, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que les collectivités publiques, à travers la figure de l'élu, eh bien, elles ont un rôle central, mais qu'il peut jouer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire être accélérateur ou facilitateur comme être bloquant. Voilà, ça se retrouve des deux côtés, puisque effectivement, dans les entretiens, soit les paysagistes ou les architectes, les urbanistes, les écologues disaient si on n'a pas ce portage des maîtres d'ouvrage, donc voilà, cette dualité, c'est-à-dire que comme ils ont conscience que ce sont des acteurs qui ont une vraie influence, en fait, ils disent quand ils portent, ça nous aide, et en revanche, tous ceux qui ne sont pas conscients de ces problématiques, qui ne les mettent pas à l'agenda, etc., qui ne les demandent pas dans leur cahier des charges, qui ne prévoient pas des budgets pour des compétences en face, etc., ça plombe, entre guillemets, l'écologisation des projets. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. On voit peut-être autre chose aussi, c'est-à-dire de familiarité ou de confrontation avec la figure de l'élu, du maître d'ouvrage. Vous avez fait ça dans votre ouvrage à un moment. On retrouve rarement des paysagistes à la tête des groupements de maîtrise d'œuvre. Et effectivement, du coup, ils sont un petit peu en décalage, généralement. Même si j'ai un contre-exemple bordelais, l'architecte urbaniste a quitté le groupement, c'est le paysagiste qui a repris le lead, mais ça reste anecdotique, effectivement. Et du coup, ça fait une distanciation avec la maîtrise d'ouvrage qui est moins dans le quotidien de la profession. Je comprends, en tout cas, j'interprète le résultat aussi avec cette distance. Guillaume? Ma question est encore. Pardon, Guillaume, qui gagne l'université de Bordeaux et c'est bien. Ma question est très courte. Elle tient en 2 mots, mais en même temps, elle me taraude depuis assez longtemps. Je rebondis sur 2 choses que vous avez soulignées tous les deux. D'abord, ça fait très longtemps qu'on parle de tout ça. En fait, les 30 ans de la charte d'Albor, 30 ans quand même qu'on parle de ville durable, etc. Et puis, en même temps, ce renversement complet des politiques urbaines et peut-être de la façon de faire la ville, date il y a, difficile à dater, mais il y a à peine quelques années. Donc ma question est la suivante, pourquoi maintenant? Le temps d'une génération. Donc il a C'est le temps d'une génération. éliminer les boomers. Ça attire déjà les fins, c'est jusque-là. Mais c'est peut-être le temps de l'appropriation et qui est un facteur important. Il y a une autre dimension qui était sous-jacente dans les propos de Bernard Pont tout à l'heure, c'était d'une approche, d'une conception de la ville quand même assez libérale, qui perdure encore dans les politiques que l'État met en valeur, qui peut contrebalancer, en tout cas qui a des formes de régulation. Alors c'est des signaux faibles. Donc, il y a des formes de régulation de cette approche libérale qui commence à se mettre en place petit à petit. De conflit, financiarisation, écologisation de la ville, quelque chose comme ça. Oui.
peut-être. C'est la financiarisation, je pense, d'amoindrissement des effets d'une approche très libérale, finalement, basée sur l'attractivité, basée sur la construction, basée sur des objectifs chiffrés, vers quelque chose qui est plus dans le ménagement, pour prendre notre expression, dans le ménagement et qui tire plus compte de l'existant et finalement du produit fini dans la durée, du futur quartier aménagé dans la durée. Moi, j'aurais tendance à dire que, comme vous disiez, pourquoi maintenant je dirais, maintenant, c'est pas aujourd'hui, ou c'est pas hier, ou c'est pas. Enfin, c'est sur un temps quand même long. Vous insistiez justement sur la mise en perspective. Peut-être qu'il y a certaines accélérations, etc. Mais on est bien dans un processus de transformation qui est quand même long, qui est quand même laborieux, qui connaît des avancées, mais tout un tas de blocages, etc. Et après, plus ou moins approprié selon les territoires, selon les métiers, etc., selon même les projets. Hein. L'opération ne sera pas le même niveau d'ambition ou le même paradigme peut-être qui sera à l'œuvre. Hein. Donc, quand vous dites pourquoi maintenant, ça sous-entend que ça y est, maintenant, il y aurait eu un cap franchi là, décisif. Moi, la manière dont je regarde un peu tout ça, c'est plutôt sous l'angle d'accumulation progressive de changements, d'habitudes de travail, de prise de conscience, d'acculturation progressive des acteurs, etc. Et du coup, je me rejoins dans le fait qu'il y a tout un tas de choses qui s'accumulent et qui commencent à faire poids et à avoir une certaine influence. Mais je ne sais pas si y a un basculement décisif qui s'est produit, puisque effectivement, on oscille selon les moments entre... ça peut renvoyer un peu aux épisodes, leur contexte. Il y a une canicule, le changement climatique, c'est hyper important. Il y a une crise sociale, on va réautoriser les pesticides. Enfin, vous voyez, donc ça renvoie bien à des oscillations quand même qui peuvent aller très vite de nos gouvernants au niveau national aussi sur la place symboliquement qu'on accorde à ces questions écologiques, même si la tendance, c'est quand même celle d'une prise de conscience de plein d'acteurs, caractère incontournable finalement de comment on aménage ou comment on ménage nos espaces de vie pour pouvoir continuer à y vivre bien demain. Donc oui, il y a bien des changements, mais peut-être pas un basculement. Comme ça, on arrive au terme des 2 heures dans 1 minute. Personne n'a rattrapé les questions. Non, mais je les garde pour la prochaine fois. Donc, l'ultime question. Donc, question rapide, s'il vous plaît, et réponse courte. Ultime. Non, ça dépend. Une remarque parmi les acteurs que tu cites, et qui fait l'objet de nos échanges, il y en a un qui n'apparaît jamais, du moins qui apparaît entre eux et qui n'est pas mis en évidence, il me semble être l'acteur clé de la fabrique de la ville, c'est le bureau d'études techniques. Quand on était sur les réglementations thermiques, c'est eux qui réglaient pour l'architecte, pour l'urbaniste, l'aménageur, etc., ce qui faisait l'écologie à l'objet, l'éco-responsabilité ramenée à l'objet. Et maintenant, avec la RE 2020, on voit bien que ces bureaux d'études, ils sont devenus plus environnementaux, on les saisit dans les projets dans une dimension environnementale, et ils commencent à s'intéresser à des espaces beaucoup plus grands. Et je pense qu'il y a un marqueur comme ça, qui est la figure de Franck Boutet, qui me semble extrêmement important. Comme, pour le coup, là, on insiste, me semble-t-il, un changement de paradigme assez important. Franck Boutet, c'est un bureau d'études renommé et qui a favorisé l'émergence du bâtiment BEPOS. Donc, ramené au bâtiment lorsqu'on était dans les RFP. Il a le grand prix de l'urbanisme parce qu'il fait une modélisation du territoire BEPOS, sans aucune expérimentation concrète. Mais il écrit que
ce qu'on a fait à l'objet bâti, on peut l'étendre à un espace beaucoup plus grand, et c'est obligatoire d'ailleurs de l'étendre. Et donc, il milite pour ce qu'il appelle, lui, le territoire BEPOS. Et c'est un bureau d'études techniques qui remporte le grand prix d'urbanisme. C'est étrange, quoi. C'est vrai que ce sont des acteurs que je n'ai pas étudiés en tant que tels, mais qui émergent dans les réponses aux questionnaires et dans les entretiens, et chez les paysagistes, en général, ils déplorent le rôle de ces bureaux d'études techniques en disant finalement, eux, ils arrivent avec leurs réponses techniques qui ont tendance à prendre le contre-pied de nos réponses, nous, en termes de paysages vivants, etc. Et donc, ça fait partie des points là, qui étaient un peu des spécificités des paysagistes par rapport aux urbanistes sur lesquels je suis passé, mais c'est vrai qu'ils mettent en avant le fait que, à leur goût, eh bien, ces acteurs sont trop influents et ils y voient une forme de vision ingénieuriale de l'aménagement, de l'urbanisme qu'ils déplorent parce qu'ils disent nous, on est plus dans une vision sensible, une vision de ménagement du vivant, etc. Eux, ils arrivent avec leur recette technique, etc. Ils ramènent tout à la technique. Donc, c'est vrai que c'est des acteurs qui émergent, mais que je n'ai pas, près de lesquels je n'ai pas enquêté. Mais en fait, c'est ce qu'on se disait avant. Hein. Il reste plein d'acteurs à enquêter. Pour celles et ceux qui ont lu mon bouquin, vous voyez peut-être qu'en introduction, en conclusion, en ouverture, je dis qu'il serait intéressant aussi, puisque les promoteurs, les aménageurs émergent comme ça, comme dans les propos des concepteurs, de regarder un peu ce qui se passe de leur côté. Donc, le travail que fait Bernard Blanc vient de là, et il y a tout un tas d'autres travaux. Et votre travail, dans le cadre de votre projet, ira dans ce sens, etc. Donc, il y a effectivement tout un tas d'acteurs intéressants et déterminants de la fabrique de la ville, auprès desquels il convient d'enquêter pour essayer de comprendre un petit peu comment ce processus d'écologisation se joue aussi de leur côté, comment ça remet en cause ou pas, en question leur manière de faire, leurs pratiques, leurs valeurs, leur vision du monde, etc. Donc, oui, c'est une bonne suggestion, peut-être un acteur de plus à rajouter à votre projet de recherche. Bien, s'il n'y a pas d'ultime question, je voudrais remercier nos deux intervenants, Sylvain pour cette présentation très stimulante et technique, et pour cette participation à cette discussion. Merci aux équipes de l'ESI, merci d'avoir accompagné au Forum urbain, cette première cycle de conférence. Merci beaucoup, public.